Alors attends, on avait aussi donc James Bacon. Alors James Bacon qui fait un caméo, donc crédité au générique, et il incarne brièvement dans. Donc alors lui c'est vraiment l'acteur, on est d'accord, hein, qui va tourner dans tous les films de la saga, puisqu'on a des records. Ah, c'est ce fameux journaliste. Ouais, c'est ça, c'est James Bacon. Voilà, Ah, le oui, journaliste exact, chroniqueur oui. qui était très influent et qui a été. Alors on en a parlé dans les épisodes précédents, mais qui est intégré systématiquement dans les dans les distributions des films. Il fait toujours un petit caméo, Ouais, tantôt en pour être singe, certain tantôt qu'il en écrive humain. un bon papier. Exactement. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses sur les acteurs Bah, vu qu'on a parlé de Nathalie Trundy et de Bacon qui sont dans quasiment, enfin lui dans tous les films, et il y a deux autres revenants, appelons ça comme ça, enfin deux autres acteurs qui ont rempli mais pour des tout petits rôles. Donc il y a Burt Cartalian. Donc rappelez-vous de Burt Cartalian, c'est lui qui jouait le rôle de Julius, hein, le singe, donc le geôlier, appelons ça comme ça, hein, qui et il fait un serveur là, c'est ça? C'est ça, non, il joue le rôle donc de nouveau un rôle de gorille, il joue le rôle de Frank. Et donc ce qui est assez rigolo, petit fun fact, en fait, il a eu un plus gros cachet pour Conquest que pour Planet. alors qu'en fait, en tout et pour tout, son rôle nécessitait qu'une seule journée de travail. Mais en fait, il lui avait fait un contrat. Je pense qu'ils avaient envie que sur l'affiche il y ait des noms pour garder une continuité avec la saga, et donc ils lui ont fait signer un contrat de 5 semaines. Et je pense que c'était à un moment où le scénario était pas très avancé, et donc ils lui ont fait signer un contrat pour 5 semaines de tournage. En fait il a tourné qu'un seul jour, mais il a quand même touché l'oseille. Et on retrouve également Lou Wagner. Donc Lou Wagner, rappelez-vous, il jouait le rôle de Lucius, donc le neveu de Zira qui aide Taylor à s'enfuir dans Planet. Donc il était dans le dernier acte de Planet of the Apes. Et lui, en fait, alors dans le film, si vous vous rappelez bien, il y a un passage où on voit un chimpanzé qui vole des couteaux et qui met le feu à un restaurant. Donc il travaille dans un restaurant et il flambe. On le voit dans 2-3 scènes aussi où il flambe des, je sais pas si c'est des crêpes ou ce genre de choses. Enfin, ouais, c'est. Ouais, voilà. De toute façon, on va en reparler un peu après. Et lui également, donc il a tourné. Il est resté qu'une seule journée sur le tournage. Et lui, il avait signé un contrat pour 5 semaines de tournage. Et en plus de ça, il avait négocié le droit d'être mentionné au générique en tant que co-star. Wow. Et parce que à un moment du développement du scénario, ils avaient pensé que César aurait une sorte de sidekick, et c'était lui qui devait être en gros, tu vois, le bras droit, vraiment le sidekick, hein, de César, et donc il va avoir un rôle beaucoup plus important dans le film. Et enfin, grosso modo, il devait tout le temps être présent à l'écran, vu que César est quasiment tout le temps à l'écran, quoi. Notamment durant les scènes d'insurrection. Et d'ailleurs son personnage est plus présent dans la novélisation du film, hein. Mais finalement au début du tournage, ils ont décidé de réduire sa présence à l'écran, alors je sais pas pourquoi. Et donc du coup ils ont essayé de faire renoncer à Lou Wagner. On fait du coup on va peut-être pas te mettre en tant que co-star dans le générique. Et lui en fait il a tenu bon, quoi. Il leur a dit qu'en tant que jeune acteur, voilà, c'était important pour sa carrière. Donc c'est pour ça que vous voyez co-starring Lou Wagner alors qu'en fait il a un rôle enfin voilà, il apparaît dans deux toutes petites scènes, quoi. Et donc voilà, ça c'est les acteurs également qui sont revenus, mais pour des tout petits rôles. Now, the biggest, the newest, the most exciting of all the Planet of the Apes pictures. Climaxed by the spectacular revolt of the apes. The most awesome, the most horrifying spectacle in the annals of science fiction. First pampered as pets, then abused as servants, now oppressed as slaves. Justement, vu que je parlais de l'évolution du scénario, parlons-en, et parlons également de la pré-production. Donc avant même la sortie d'Escape, ils savaient déjà qu'ils allaient faire un 4e film, et ils avaient déjà le titre Conquest of the Planet of the Apes, pardon. Et alors, ceci dit, je tiens à préciser que dès 1971, on commençait également à évoquer l'idée de créer une série télé. Et donc série télé qui verra le jour en 74. Et alors, je pense pas que l'idée était d'en faire une série télé en lieu et place d'un 4e film, mais en tout cas, l'idée était déjà en train de germer, quoi. Faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de liens entre le monde de la télé et la saga Planet of the Apes. Déjà, hein, comme tu l'as évoqué avant, c'est toutes les suites, c'est plutôt des films de série B, et ils sont plutôt tournés vers des réalisateurs ou des acteurs qui venaient de la télé, qui avaient peut-être
de moins grosses exigences en termes de cachet. C'est 4 têtes post pour Secret, ce qu'on a vu, il avait beaucoup œuvré à la télé, ouais. Et puis bon, il y a aussi des liens avec le monde des séries, ne serait-ce que Rod Serling, Monsieur Twilight Zone, à qui l'on doit beaucoup pour le scénario de Planète. Bon voilà, rien que ça. Puis il y a aussi des liens avec Time Tunnel, Au cœur du temps en français, ou Star Trek. Mais bon, on en a déjà parlé dans de précédents épisodes et peut-être qu'on réévoquera ça dans d'autres épisodes. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est que il voulait attendre les premières semaines d'exploitation d'Escape pour voir si les chiffres du box-office allaient être suffisamment bons et pour que la Fox en fait donne le feu vert pour attaquer la prod de Conquest. Aussi, donc vraiment, comme tu l'as très bien dit avant, on est dans une logique commerciale, quoi. Et alors, il faut dire que Arthur P. Jacobs, donc je le rappelle, il a produit les 5 films de la saga, et Paul Dehn, qui a écrit les scénarios donc de Beneath, de Planet of the Apes et de Escape from the Planet of the Apes, et donc eux ils étaient déjà dans les starting blocks. Dès mars 71, Paul Dehn rendait déjà un premier traitement qui allait être validé par la Fox début avril, donc soit 1 mois et demi avant la sortie d'Escape. Escape, je rappelle, est sorti en fin mai 71. Donc voilà, ça pour dire que Jacobs, il était chaud, quoi. Il avait vraiment envie que le 4e film se fasse. Et mais bon, la Fox, voilà, comme je l'ai dit avant, il voulait attendre la mi-juin pour valider définitivement le début de la production de Conquest. Mais bon, comme je l'ai dit, les rapports entre Jacobs et la Fox commençaient un petit peu à se détériorer, et j'ai déjà expliqué plein de fois aussi dans des précédents épisodes, Jacobs c'est un grand malinois, et il avait déjà prévu un plan B. Dans l'épisode 5 de Cornelius Enzira, donc consacré au secret de la planète des singes, je vous avais expliqué que Dick Zanuck, le producteur à la Fox, avait été viré par son propre père, Daryl Zanuck, au cours de la production de Beneath. Et donc Dick Zanuck, voilà, on en a déjà beaucoup parlé, même s'il a été longtemps réticent à sortir Planet of the Apes à cause de tous les problèmes financiers qu'avait connu la Fox, surtout après le cataclysme industriel qui a été Cléopâtre. Faut quand même rappeler que sans lui, la saga n'aurait jamais vu le jour. Et donc Zanuck, en fait, il sentait bien que la Fox était un petit peu timide, et du coup, en fait, en loose day, en sous-main, il avait proposé Conquest à Dick Zanuck, qui venait de monter Zanuck Brown Production, donc lié à Universal, si je dis pas de conneries, et donc Dick Zanuck qui va produire plus tard L'Arnaque, Les Dents de la Mer, Cocoon, Deep Impact, qui produira, alors c'est peut-être pas avec Zanuck Brown Production, mais il va également produire le remake de Tim Burton. Donc Dick Zanuck aura sa revanche, mais il aurait pu l'avoir dès Conquest en le prenant au nez et à la barbe de la Fox, quoi. Et mais bon, voilà, pour montrer à quel point Jacobs croyait en ce 4e film, il a même proposé de réinjecter la part des bénéfices d'Abjack dans le 4e film, donc les bénéfices d'Escape. Donc vraiment, il était prêt à dire on touche pas aux bénéfices d'Escape, on laisse notre part pour la production de Conquest. Donc voilà, il était prêt, il était vraiment prêt à s'engager financièrement, quoi. Et parce qu'il voulait négocier le meilleur budget possible, parce qu'à ce moment-là, lui, dans sa tête, Jacobs, Conquest devait boucler la saga. Là, voilà, lui, il pensait à une tétralogie, quoi. Juste si ça peut te faire une petite respiration, donc La Planète des Singes de Tim Burton a été produit par donc la Fox, évidemment, par UGC Fox Distribution après, et c'est à la production, donc Richard Zanuck est crédité à la production. Donc alors pour être très précis, le 22 juillet, Arthur P. Jacobs écrit à la Fox et il leur écrit qu'il a la conviction que ce 4e volet a de bonnes chances de succès parce qu'il contiendra beaucoup d'action, beaucoup de violence et qu'il va bénéficier des bonnes critiques et des bons retours publics sur Escape. Et il poursuit sa lettre en expliquant qu'il est également convaincu que conclure la saga va permettre des bénéfices avec les ressorties au cinéma des précédents films, mais aussi dans un avenir plus lointain, donc comme quoi il avait le nez creux, avec les rediffusions télé. Et en fait, Jacobs, lui, il avait carrément en tête de segmenter les 4 films en 13 épisodes d'une demi-heure. Tu vois, genre, il voulait faire... voilà, il avait... une sorte de une saison. Ça se faisait pas mal à l'époque, parce que je crois que c'est Le Parrain qui avait été aussi monté comme ça sous forme de série. Les deux premiers, je crois, oui, c'est ça. C'est vrai qu'ils sont assez longs. 72-74, donc on était vraiment en termes de temps. Exactement à l'époque, ouais.
Mais donc voilà, donc pour faire simple, à ce moment-là, Jacobs il promettait le beurre et l'argent du beurre à la Fox, et je vous laisse deviner la troisième chose qu'il promettait. Et... Mais bon, la Fox devait pas être si convaincue que ça par l'enthousiasme de Jacobs, car décision a été prise de mettre fin à un deal entre Abjack et eux qui datait de 66. Alors je vais vous expliquer quelle était la nature de ce deal en fait. Abjack devait proposer chacun de ses nouveaux projets en priorité à la Fox, avant d'éventuellement le proposer à des studios concurrents, on s'entend bien, et en échange de quoi en fait la Fox offrait des bureaux à Abjack et couvrait les frais de société. Donc c'était quand même un deal, tu vois, c'était du gagnant-gagnant on va dire quoi. Et donc ce deal n'a pas été reconduit, et c'est en tant qu'agent indépendant qu'Arthur P. Jacobs a accepté un budget, donc comme tu l'as dit je crois avant, de $1,7 million, un montant donc très en dessous de ce que l'on aurait pu envisager pour un film aussi ambitieux que Conquest. Ouais. Ce qui en fait le moins cher de toute la saga, puisque Battle, le dernier, c'est 1,710 million. J'ai un tableau sous les yeux. Ouais. Et c'est aussi le plus court de la saga, puisqu'il fait 88 minutes contre 93 minutes pour Battle, 98, 95 et 112 minutes pour les autres. Ah ok. Mais par contre, je crois qu'au box-office, il a quand même rapporté plus que Battle. Oui. Battle qui est franchement bon. Voilà. Si tu... On en parlera plus tard. Ouais, exactement. Si tu veux faire juste un point box-office, si tu veux, on peut le faire. J'ai les chiffres sous les yeux. Vas-y, fais-le parce que moi je suis nul. Ok, d'accord. Donc en France, donc pour un budget de 1,7 million, il a rapporté aux États-Unis et au Canada 9 millions. Donc 1,7 million, 9 millions, et il a fait 593 000 entrées en France, contre 1,7 million pour le premier, donc de 68. Ah, c'est bien que tu donnes des éléments de comparaison, parce que c'est vrai que c'est un peu dur à se faire une idée. Secret avait fait 1,160 million, Escape avait fait 667 000, et là donc on est à 593, et Battle fera 437 000, ce qui est déjà beaucoup par rapport à la qualité du film. Non, je suis méchant, mais je plaisante. Non mais j'essaie de ce que le peu que je connais en chiffres, parce que c'est vraiment pas la partie qui m'intéresse, mais je crois quoi, genre 500 000 entrées aujourd'hui en France, et on va dire c'est ce que fait un bon film d'auteur. Je pense. Oui, c'est ça. Alors bon, juste pour vous donner un point de comparaison, en France, donc La Planète des Singes, le premier 1,7 million, et l'affrontement a fait 3,7 million. Et La Planète des Singes de Tim Burton a fait 3,9 million entrées. L'affrontement, c'est le deuxième film de la nouvelle saga. Et les origines a fait 3,2 million. J'ai pas les chiffres du tout dernier là sur le tableau que je consulte. Donc après Escape from the Planet of the Apes, qui a un ton très particulier dans la saga, Arthur P. Jacobs en fait voulait revenir à quelque chose plus dans l'esprit de Planète. Donc c'est-à-dire un film qui conserverait un sous-texte politique, parce que tous les films de La Planète des Singes ont un sous-texte politique, mais qui soit toujours aussi surprenant pour le public. Il voulait un nouveau twist, de nouvelles scènes d'action, de nouveaux personnages. Donc l'idée, c'était pas de raconter la même histoire, mais de rester dans le ton originel de la saga, et surtout de raconter comment les singes se sont soulevés et ont pris le pas sur l'homme. L'atmosphère est assez glaçante de ce film. Là tu parles de Conquest. Ouais. Mais bon, Escape aussi, il est particulier dans le sens où le début, c'est une comédie. Le premier segment d'Escape, c'est une comédie, et puis après on vire dans le film, presque dans le film noir. Et oui, là c'est vrai que Conquest, de toute façon on va avoir l'occasion d'en parler après. Mais revenons donc maintenant à l'origine du scénario. Alors donc après son premier traitement, Paul Dehn va livrer un premier draft en octobre 71. Alors Conquest était censé débuter avec des images de la fin d'Escape pour réintroduire le personnage d'Armando et le fils de Zira et Cornelius qui dit maman. Donc il voulait reprendre exactement le même procédé que pour Binis, qui démarrait avec les derniers passages de Planète. Et donc les premières scènes de ce draft décrivent l'enfance de César au sein du cirque d'Armando, qu'il présentait comme un jeune garçon atrocement défiguré, issu d'un père profondément alcoolique et d'une mère toxicomane. Alors rappelons que une des influences, un des films qui a influencé Paul Dehn pour l'écriture de son scénario, c'est Freaks. Film tu vas me corriger si je dis une connerie, un film des années 30. Todd Browning, 1932, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Todd Browning, c'était le réalisateur de Dracula, du premier Dracula avec Bela Lugosi, juste pour resituer à peu près, voilà. Et merci pour cette précision. Et tout ça, c'est deux têtes, hein, voilà. Quel homme. Quel talent.
Alors l'histoire donc dans ce draft débute vraiment en 1981, donc 9 ans dans le futur, hein, enfin 9 ans dans le futur, oui, parce que le film sort en 72, mais au moment où écrit Paul Dehn, c'est même 10 ans après. Donc alors que César est âgé de 8 ans, parce que voilà, le Escape est censé se passer en 1973. Donc alors lui, dans ce premier draft, Paul Dehn part du principe que les chimpanzés atteignent plus rapidement leur maturité que les humains. Donc il considère qu'à 8 ans, César est quasiment un jeune adulte. Et donc il fait partie de la troupe du cirque d'Armando, donc comme j'ai dit, en se faisant passer pour une sorte de monstre de foire, hein, mais qui participe aux représentations. Et justement, au cours d'une de ces représentations, il grille sa couverture parce qu'il y a un trapéziste ou une trapéziste, je sais plus, parce que en anglais on peut pas savoir, et qui tombe, enfin qui est en train de tomber, et en fait du coup il vole à son secours en effectuant des prouesses physiques qui sont impossibles à réaliser pour un être humain, mais bien évidemment pas impossible pour un chimpanzé. Et donc dans ce draft, ce fait divers est relayé par la presse locale, et ce qui ne manque pas d'alerter la CIA qui envoie 2 enquêteurs censés poser, enfin qui viennent pour poser des questions à Armando et à César, et qui les interrogent séparément. Alors il était prévu que ce soit 2 acteurs qui étaient déjà dans Escape, deux des policiers qui enquêtent pour le compte du docteur Asline. Et donc, comme ils sont interrogés séparément, César, qui est loin d'être idiot, il comprend que lui et Armando ont été incapables de donner des versions concordantes, qu'ils ont forcément donné des versions différentes, et donc il décide de faire ses adieux à Armando. Et alors, petit point que j'ai trouvé intéressant, on en reparlera peut-être après, en fait, en faisant ses adieux à Armando, il s'excuse de ne pouvoir verser de larmes, parce que les singes ne pleurent pas. Et d'ailleurs, je me demande, à part l'être humain, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont capables de pleurer? C'est j'en ai aucune idée. Enfin, tu sais, pleurer de tristesse. Parce que je pense que tous les animaux qui vivent hors de l'eau ont des glandes lacrymales pour garder les yeux mouillés. Comment? D'ailleurs, il y a un épisode d'Y penser où il explique pourquoi. Et c'est super intéressant. Peut-être si j'y pense, je mettrai le lien. Tiens, dans le. De toute façon, c'est toujours bien d'y penser. C'est vrai. Ouais. Et les deux agents de la CIA dont tu parlais, moi ils étaient joués par Jason Evers et Albert Salby. C'est possible. Voilà, bon. Là, j'ai plus ça sous les yeux. Et donc, je te fais confiance. Si tu dis des conneries, je les virerai au montage de toute façon. Et tu seras viré toi aussi. Voilà. Ouais, de toute façon, il y aura que mes parties. Hein. Donc voilà, donc il fait ses adieux. Il décide de s'exiler dans le désert d'Arizona et donc il va là-bas, il va se cacher dans des grottes. Donc Ben Laden style. Hein. Et donc pendant qu'il est planqué dans le désert depuis trop longtemps, des astronautes reviennent d'une mission sur Mars, ce qui signifie que début des années 70, on imaginait que l'homme allait poser le pied sur Mars dans la décennie. C'était quand même optimiste. Et on était en plein dedans, hein, on venait de marcher sur la Lune, je comprends que les gens étaient un peu chauds. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment les gens de cette époque imaginaient leur futur qui est pour nous déjà le passé. Quoi. Mais bon, revenons-en à là, oui, l'histoire des astronautes qui reviennent d'une mission sur Mars et qui ramènent une épidémie, parce que là j'en parle pas, mais c'est de ça qui va être question. Je crois que c'est inspiré d'un bouquin écrit par un astronome. T'as peut-être la référence sous les yeux, qui s'appelle Black Cloud, je crois. Oui, c'est ça. Alors attends, Black Cloud. Donc c'est un astronome qui s'appelle Fred Hoyle. Dans un bouquin paru en 1957, le nuage noir, un immense nuage cosmique de poussière approche de la Terre et menace toute vie sur la planète, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agit d'une forme de vie intelligente de nature télépathique. Donc Paul Dehn voulait que Milo, menacé par les autorités, se révèle l'unique être de toute la planète Terre à vouloir entrer en communication avec le nuage grâce à la télépathie. Donc voilà, donc ça je pense que ça devait être dans le traitement de base qui précède donc il y a eu des problèmes de droit qui ont fait que il a pas pu se servir de ces éléments-là. Voilà, merci pour cette précision. Je vous en prie. Extrait de l'excellent livre La planète des singes, toute l'histoire d'une saga culte de Joe Fordham et Jeff Bond. Et tiens, il est sorti chez qui? Parce que moi j'ai la version américaine, donc qui est sorti chez Titan Books, qui sort là la race de livres sur la planète des singes. En France, il est sorti chez qui? Il est pas chez Taschen, non? Ou j'ai une connerie? Non, c'est Huggins et Menin.
Je ne connais pas cet éditeur. Ouais, là, putain, mais en tout cas, très très belle édition, quoi. C'est vraiment un très beau livre. Je te l'avais montré quand on s'était vu. C'est vrai qu'il est très beau aussi. Ouais, l'édition américaine est un poil. Je crois qu'elle est plus belle, l'édition française. Elle est vachement illustrée. Il y a des illustrations de fous furieux dedans. Ouais, c'est vraiment un super beau. À l'intérieur, c'est la même chose. Bon, de toute façon, je pense qu'un de ces quatre, on fera un épisode Bibliography of the Apes, parce que non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on prend pas forcément le temps d'expliquer d'où nous viennent ces références-là. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, et peut-être ne serait-ce qu'aussi pour peut-être qu'on donne envie à certains auditeurs de se documenter et peut-être donner quelques pistes, parce que bon, la plupart des livres sur la planète des singes sont très bons, il y en a quelques-uns qui sont pas forcément géniaux, et puis peut-être aussi pour donner un peu le contenu, peut-être que voilà, tout le monde n'est pas forcément fondu comme moi à acheter tout ce qui sort sur la planète des singes. Mais voilà, donc ça c'est des promesses d'épisodes. J'espère que je me guigne pas, parce que chaque fois que je dis je vais faire un épisode sur un truc, je le fais jamais. Si, t'arrives quand même à faire. Donc reprenons donc ce premier draft. Donc après ces astronautes qui reviennent d'une mission sur Mars, donc devait s'en suivre des scènes donc qui rappellent le récit fait par Zira et Cornelius dans Escape, donc les scènes où ils sont interrogés, donc quand le film commence à prendre une tournure beaucoup plus noire dans Escape. Après la bascule tragique. Voilà. Quand on les interroge pour savoir comment les singes ont pu, quand les humains comprennent qu'en fait ils viennent du futur de la Terre et pas d'une autre planète, et merde, je viens de faire un spoiler. Si vous avez jamais vu la planète des singes, je viens de vous niquer. Welcome. Mais on vous avait prévenu quand même. Hein. Et des spoilers, on va en faire d'autres. Mais donc là ils expliquaient qu'il y avait eu une épidémie qui avait tué tous les animaux de compagnie. Donc Paul Dehn avait imaginé qu'on pourrait voir des scènes un peu comme des fausses scènes documentaires où dans lesquelles on verrait des bûchers de chiens et de chats. Alors étrangement, Frank Capra Jr., dont on parlait avant, quand il a lu les lignes de ce draft, il s'est dit qu'il valait peut-être mieux évoquer ces événements dans des scènes de dialogue, dans des scènes d'exposition, et de conserver l'essentiel du budget pour les scènes d'affrontement entre humains et singes. Tu m'étonnes, quoi, parce que des animaux de compagnie, des animaux de compagnie morts que l'on brûle, c'est pas franchement dans les habitudes des films issus des studios hollywoodiens. Je veux dire, pourquoi pas une poitrine dénudée tant qu'on y est, quoi. Déjà, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça montre bien qu'il y avait déjà un virage qui était en train d'être pris sur un propos peut-être un peu plus adulte et moins familial que ce qu'avaient été les 3 épisodes précédents. Peut-être. Même si Escape, qui avait gardé un classement familial, un film quand même, elle a vraiment, les gens qui les ont pas vus, là je fais encore spoiler, hein, cette fois je le dis avant, donc quand même à la fin, bon, on abat Cornelius, Zira froidement et leur bébé, bon, sauf que c'était pas le vrai, mais quand même on a un petit singe à ce moment-là, les même si déjà tuer un bébé singe, c'est horrible, et en plus de ça, celui-là, à ce moment-là, les spectateurs pensent que c'est un singe intelligent, même si encore une fois, c'est pas parce que les singes ne parlent pas qu'ils méritent qu'on leur tire une balle dans la tête, mais bon, là je m'égare un peu, mais donc revenons-en. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, quoi. Mais d'ailleurs, on va en parler plus tard. Ils vont le film, alors encore, on va aller spoil. Enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais Conquest ne sera pas un film classé G. Hein, ce sera pas un film. Il sera classé PG quand même. Donc tout public pour même il avait même été menacé d'être classé R, hein, voilà, G c'est tout public, et PG il y a un avertissement, donc les enfants les jeunes de moins de 13 ans n'ont pas le droit d'y aller, ou alors ils doivent venir accompagnés d'un adulte. Je crois que c'est ça. Il me semble que le rated R, je crois que c'est carrément interdit au moins de 18. C'est interdit au moins de 18. Ça, donc finalement ça te met dans la même catégorie que la film pornographique. On est d'accord. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Aux États-Unis, il me semble que ça marche comme ça. Je sais pas. Ce qui veut dire commercialement, la vie de ton film est complètement dilapidée, quoi. En gros, tu sais que ton film va pas pouvoir passer dans tous les circuits, dans le circuit classique, on va dire. Bah après voilà, ça dépend le public que tu vises, parce qu'il y a des films aujourd'hui, il y a des films, les Tarantino, il y en a plein qui sont rated R, et parce que tu vises un public particulier, et ça les empêche pas de marcher quand même commercialement. Ça peut être une tactique, mais parce que c'est un mec comme Tarantino qui a un nom, et qui fait qu'il peut se permettre de sortir un rated R, ça marchera quand même. Et au final, ça va peut-être amener. Moi, il y a certains films, quand je vois que c'est le rated R, ça va m'intéresser, parce que je me dis tiens, on va avoir pas parce que je me dis on va avoir des nichons,
mais parce que je me dis, on va peut-être avoir exactement. Ouais. Et donc du coup, si tu veux attirer un public qui veut voir des films radicaux, c'est un choix. Je pense qu'il y a un peu une stratégie. J'aime pas le terme commercial, mais voilà, c'est un truc qui doit, à mon avis, se réfléchir par rapport au thème du film et à l'auteur du film, au public que tu vises. Mais c'est vrai que jusque là, La Planète des Singes étant une saga familiale, même si on le rappelle, c'est quand même des films qui sont pas si évidents que ça et qui ont un sous-texte politique et qui peuvent être durs. Parce que aujourd'hui, un film comme Escape, il sortirait pas en G, hein, il sortirait en PG, c'est sûr et certain. Et mais ouais, je pense que eux, ils voulaient absolument éviter un classement R parce que ils seraient aliénés une bonne partie du public qui jusque-là avait été voir La Planète des Singes, quoi. Et on est toujours dans cette dichotomie très forte au cinéma, que c'est une industrie du loisir, mais c'est aussi un art, donc on est toujours là-dedans, quoi. On est toujours un peu le cul entre deux chaises, quoi. Cette ligne ténue entre des visées artistiques et des visées commerciales, donc forcément c'est toujours un peu difficile. Donc, histoire d'être un petit peu plus complet concernant ces histoires de classement des films hollywoodiens. Donc, il existait à partir de 72 quatre codes. Donc, Rated G, donc pour tout public, GP Rated, accord parental suggéré, Rated R, donc là cette fois-ci c'est interdit aux moins de 17 ans non accompagné par un adulte, et donc le classement X interdit aux moins de 17 ans. En 72, date de la sortie de Conquest, ça a été remplacé par G, PG, R et X, mais à la fin c'était exactement la même chose, hein. Donc Conquest est sorti donc avec un PG rated, ce qui veut dire que accord parental suggéré. Le classement PG-13 il est plus tardif, hein, il date du début des années 80 avec la sortie de Gremlins ou Indiana Jones, où on a senti qu'il y avait besoin d'un cinquième classement. Concernant le classement R, donc il ne concerne pas les films à caractère pornographique, hein. Eux ils tombent sous le coup du classement X, mais il y a quand même eu des films non pornographiques qui ont été classés X, comme Midnight Cowboy, donc Macadam Cowboy, et Orange Mécanique. Et donc, revenons-en à mon premier draft, parce que là, on est toujours qu'au premier draft, hein. On n'a même pas parlé du vrai scénario. Et donc après ce fameux montage qui devait contenir des bûchers de chiens et de chats, et donc il devait y avoir un montage censé couvrir une ellipse de 10 ans, suite à laquelle on devait retrouver un César, donc âgé de 18 ans en 1991, donc là on refait le lien avec le scénario tel qu'on va le voir à l'écran, et donc qui devait être capturé dans le désert par des humains et revendu dans une métropole. Et donc là, à ce moment-là, César, il subit le conditionnement des singes, donc déjà très proche de ce qu'on va retrouver dans le film, donc à base de bruits puissants, de lance-flammes, de lumière aveuglante. Il devait rencontrer une femelle avenante nommée Lisa, suite à quoi elle devait être vendue aux enchères à un dénommé Break. Mais alors dans cette version, il n'était pas gouverneur, c'était un veuf alcoolique dont l'épouse avait été massacrée par un orang-outan. Donc ça, pareil, on va retrouver ça un peu après. Et donc, dans ce film, Break est une sorte de propriétaire. En fait, c'est un peu la version... Il avait envisagé la version un peu moderne de ces propriétaires terriens du Sud qui avaient des exploitations qui tournaient grâce à une main-d'œuvre d'esclaves, et donc esclaves venus d'Afrique. Et donc voilà, il voulait faire le lien. Donc là, on va en parler, hein, avec le sous-texte politique de ce film. Et donc, ouais, dans le film, Break était censé être propriétaire d'une femelle orang-outan nommée Amanda et d'un gorille qui s'appelle Aldo. Donc on avait parlé d'un gorille appelé Aldo dans Escape, donc qui a un comportement rebelle et qui influe ses congénères. Donc son influence, il les influe à en faire de même. Donc il faut dire que dans ce film, Break a pour habitude de brutaliser les singes, et donc dans ce draft, Break finit par faire fouetter Aldo, suite à quoi un personnage s'appelle McDonald, qui est donc un Afro-américain qui est en gros le contremaître de l'exploitation, et
donc lui, face à cette violence, il décide de fuir parce qu'il décide qu'il peut plus il est pas capable d'empêcher cette violence, mais il n'est pas capable de la tolérer non plus. Donc il décide de prendre la fuite. Mais avant de partir, il fait part de son dégoût à César, qui lui répond qu'il est bien d'accord, et donc il révèle pour la première fois du film qu'il sait parler. Mais il arrive à convaincre McDonald qu'en fait qu'il n'est pas un singe, mais un freak, un phénomène de foire, un humain qui ressemble à un chimpanzé. Et donc dans les scènes qui suivent, donc César souffle sur les braises de la révolte qui ont été allumées par Aldo, donc tout comme il va le faire donc dans la version qu'on va retrouver au cinéma. Alors sa couverture va de nouveau être grillée lorsque l'un des enquêteurs de la CIA, donc l'un de ceux que j'ai évoqué avant, qui se rend dans le cirque, lorsqu'il entend parler d'un chimpanzé nommé César, incroyablement bien conditionné. Et donc la suite du premier draft, elle rejoint, c'est quasiment ce qu'on va retrouver dans la version finale, donc j'ai pas la peine que je l'évoque, quoi. Enfin si, voilà, on va torturer César afin de lui faire avouer qu'il est doué de parole, et il mène la révolte. Mais alors Paul Dehn avait prévu quelque chose de plus ambitieux visuellement. César devait passer la majeure partie des scènes d'émeute à dos de cheval. Donc une image qui va être reprise dans Rise of the Planet of the Apes notamment. Donc la planète des singes des origines, je crois, le titre français. Oui. Donc là je parle de la nouvelle franchise. Et donc ouais voilà, oui, et donc suite à l'un des ordres de Breck, Aldo crie non. Et donc il finit par être fouetté à mort, tandis que César prophétise le futur. Donc quand même ils avaient gardé cette idée que le premier singe qui dit non, ça va être un singe qui s'appelle Aldo, comme ça a été dit dans Escape. Même si c'est censé se passer 200 ans plus tard dans Escape, alors que là ça se passe seulement 18 ans après. Et donc la fin de ce draft, on devait voir une statue de César avec cette inscription: César, né en 1973, mort en 2008, et la statue devait écraser une larme. Donc peut-être pour faire écho avec ce qui était dit au début, voilà, que les singes ne peuvent pas pleurer. Et donc c'est une image qui sera reprise dans Battle. Ouais, toute fin, ouais, d'accord. Voilà. Mais la Fox a pas été franchement emballé par cette première version du scénario, même si elle ressemble, comme je l'ai dit plusieurs fois, fortement à ce qui finira sur les écrans. Et donc Paul Dehn, Jack Lee Thompson et Arthur P. Jacobs se sont remis au travail et ont fini par livrer une version plus satisfaisante, donc la version finale, quoi. Mais donc version finale qui oublie complètement le prologue, puisque en termes de prologue, c'est comme tu disais tout à l'heure, ce que tu as fait le résumé, c'est Armando et César qui arrivent en ville, et il n'y a pas plus que ça d'explication des 18 ans de vie des premières années de César, finalement. On est bien d'accord, il y a pas du tout. Ouais, on va juste le retrouver vaguement dans des dialogues qui servent d'exposition, comme ce que voulait Frank Capra Jr. finalement. Ouais, ça fait. There will be but one control method. Shoot to kill. Ready? Aim. Fire! Voilà qui conclut la première partie de cet épisode. On va tout de suite se retrouver dans une deuxième partie où on va évoquer les scènes marquantes du film. Alors je sais pas, peut-être qu'on fera une troisième partie pour la conclusion, évoquer des thèmes plus généraux dont on n'aura pas pu parler. Voilà, il y aura peut-être 2-3 parties, on verra. Toujours est-il que on vous laisse là pour le moment, ça fera un épisode moins gros à télécharger, et dans quelques jours vous aurez la deuxième partie qui sera disponible. Je pense que c'est bon, on gardera pas tout à la fin, mais jusqu'à non mais voilà, oui, au moins voilà. On s'est bien lâché, ça fait plaisir. Ouais, bon, ok. C'est mais c'est débile, mais c'est drôle. Non mais c'est bien. Et puis, le but c'est que ça nous fasse rire nous. Exactement, voilà. Non, mais c'est un podcast qui va commencer sur les chapeaux de roue. Bon bah c'est bien.